Bon retour parmi nous, amoureux de dieu martial. Dans l'épisode précédent, Kim Joo-hyuk a découvert un immense secret caché derrière le marché et a finalement retrouvé l'un de ses anciens disciples, le mystérieux souverain connu sous le nom de Cookie. Cette réunion n'a pas seulement apporté des réponses, elle lui a aussi donné accès à tout un empire souterrain. Pendant qu'au même moment, ses ennemis commençaient à tomber les uns après les autres dans l'ombre. Et juste au moment où les choses semblaient déjà assez chaotiques, une nouvelle manœuvre a été faite en coulisses, une manœuvre qui allait ébranler Valhalla elle-même. Aujourd'hui, nous allons enfin découvrir si Chat Noir peut réellement prendre le contrôle de Valhalla. Mais le président de cette prestigieuse académie va-t-il vraiment la céder à l'homme qui règne sur un marché noir? Voyons ça. Chat Noir fixa droit dans les yeux le président et lui demanda de lui vendre l'école. Deok-Inchim le regarda avec stupeur. Il ne s'attendait clairement pas à une question pareille. Puis il demanda ce qu'il voulait dire en disant qu'il était le propriétaire du marché. Chat Noir baissa la tête et le confirma. Et il semblait aussi que le président savait parfaitement de quel marché il parlait. Deok-Inchim posa les mains sur la table, puis se renversa sur sa chaise et dit que, même s'il ne s'y était jamais rendu personnellement, c'était bien ce que tout le monde disait. Quoi qu'il en soit, le président ne pouvait pas vendre Valhalla à une personne aussi douteuse. Chat Noir tendit la main et demanda si c'était vraiment sa réponse. Le type claqua des doigts. Une valise pleine d'argent s'ouvrit sur la table devant le président, et Chat Noir demanda « Et ça, alors ?» Deok-Inchim joignit les mains et expliqua qu'il n'avait pas besoin de cet argent et qu'il n'allait pas dire adieu à l'académie aussi facilement. Il le regarda sévèrement et lui demanda s'il avait la moindre idée de la difficulté qu'il y avait eu à accomplir tout cela. Puis la scène changea. Un monstre fut coupé en deux. Un homme l'avait fait d'un seul coup. Deok-Inchim se revit dans sa jeunesse, lorsqu'il était encore chasseur. À cette époque, la Corée traversait une grave crise à cause des labyrinthes et des monstres. Quand il s'agissait de crimes commis par des humains, la police ordinaire pouvait s'en charger. Mais dans le cas des monstres, le gouvernement devait demander l'aide des guildes, et certains chasseurs répondaient à ces demandes. Devant ses yeux se tenaient des hommes portant ce qui ressemblait à des combinaisons spatiales. Il continua de parler, expliquant que le gouvernement avait également créé une unité de contractants destinée à affronter les monstres, mais que n'importe qui pouvait y entrer, et qu'il n'était donc pas de taille face aux membres des guildes. Il avait croisé les bras en poursuivant, disant qu'à un moment donné, il avait pris une décision. Il se tenait sur une falaise, regardant en contrebas un chantier de construction. C'est à ce moment-là qu'il décida de créer une académie et de former des chasseurs qui ne seraient pas inférieurs à ceux de l'étranger. Puis Deok-Inchim regarda Chat Noir et dit que l'académie continuait de fonctionner avec succès jusqu'à aujourd'hui, que leurs contractants pouvaient trouver leur place partout, et qu'ils avaient atteint une vitesse d'intervention record dans le monde entier. Le président ouvrit grand les yeux et demanda si Chat Noir comprenait enfin de quoi il parlait. Chat Noir mit nonchalamment ses mains derrière son dos et fit remarquer que c'était vraiment impressionnant. Mais il n'allait pas changer l'orientation de l'académie. Il regarda Deok-Inchim et expliqua que la politique resterait la même, mais qu'il en serait le propriétaire. Mais le président demanda si Chat Noir s'attendait vraiment à ce qu'il croie cela. Chat Noir claqua de nouveau des doigts. Il y avait déjà 2 valises remplies d'argent sur la table devant lui, et Chat Noir demanda s'il n'avait toujours pas assez d'argent. Le président regarda les billets et insista sur le fait qu'il n'avait vraiment pas besoin d'argent. Chat Noir claqua encore des doigts et demanda si c'était vrai. Deok-Inchim, la bouche entr'ouverte, regarda l'argent et tenta de répéter cette phrase. Mais à chaque fois, il le faisait avec plus d'hésitation. Il n'avait pas besoin de cet argent. Chat Noir claqua encore des doigts. Il ajouta une chose de plus au marché, en faisant en sorte que le spectateur de cette vidéo s'abonne à la chaîne et aime la vidéo. Puis il demanda s'il allait vraiment refuser une telle offre. Le président ouvrit grand les yeux et ne pouvait penser qu'à l'argent devant lui, ainsi qu'à la possibilité d'obtenir un nouvel abonné. Il y avait désormais un nombre énorme de valises pleines de billets empilés sur la table. Le président ferma alors les yeux.
Il avait déjà 62 ans, et son hésitation se lisait pratiquement sur son visage. Puis il s'exclama avec joie que Chat Noir devait bien prendre soin de son académie. Il pouvait enfin prendre sa retraite et contribuer à Plotoria. Chat Noir attrapa la plaque nominative et dit qu'il allait falloir la changer. Puis il s'assit sur la chaise et s'adressa à sa constellation souveraine, disant que, comme elle le lui avait demandé, il avait acheté l'Académie Valhalla. Chat Noir regarda attentivement la fenêtre de notification avec impatience. La notification apparut entièrement, lui disant qu'il devait relier l'entrée du bâtiment à Valhalla. Le propriétaire du marché leva les yeux et demanda si la constellation parlait du bâtiment central du marché. La souveraine de l'autre côté le confirma. Une nouvelle notification apparut alors, disant à Chat Noir de ne pas oublier d'installer des caméras de sécurité. Le type posa ses mains sur la table et se demanda si celle qui était déjà là n'était pas suffisante. C'est alors qu'une autre notification surgit. La constellation insista pour qu'il en installe davantage. Alors Chat Noir obéit. Ailleurs, Cookie joignit les mains avec impatience et dit que maintenant elle allait enfin voir de ses propres yeux qui avait flirté avec son maître. Le soleil descendait vers l'horizon lorsque Kim Joo-yeok marchait dans la rue. Il regarda sur le côté et entendit Brass dire que l'académie avait été étrangement agitée toute la journée. Mais le protagoniste ne l'avait pas remarqué avant qu'il ne le mentionne. Brass se toucha le menton et suggéra que c'était comme si les professeurs étaient occupés par quelque chose, puis fit remarquer que la salle d'études avait duré un peu plus longtemps que d'habitude. Le protagoniste se mit en colère, il n'arrivait pas à croire que Brass fasse attention à ce genre de choses. C'était franchement flippant. Joo-yeok se retourna alors après que quelqu'un lui appelait. Choi Aren se tenait devant lui, et il demanda si elle était enfin revenue de chez elle. La fille répondit que oui. Il marchait dans la rue, et Aren demanda s'il ne l'avait pas vue depuis le matin, alors qu'elle avait pourtant été dans la salle de classe avec lui. Notre garçon mit les mains dans ses poches et répondit qu'il avait dormi toute la journée. Elle se tourna alors vers lui et demanda s'il allait à la salle d'entraînement. Le protagoniste répondit que oui. Il la regarda avec curiosité lorsqu'Aren dit qu'elle venait avec lui parce qu'elle avait quelque chose à lui montrer. Plus tard, le coucher du soleil se reflétait dans les fenêtres du bâtiment. À l'intérieur du gymnase, Yenlang et Yu Soyin se tenaient derrière le protagoniste. Choi Aren ouvrit son sac et chercha quelque chose. Puis elle sortit un katana. Joo-yeok ouvrit la bouche et demanda ce que c'était. C'était une toute nouvelle épée qu'il ne l'avait jamais vue utiliser auparavant. La fille regarda l'arme et expliqua qu'en fait, elle était rentrée chez elle spécialement pour cela. Notre garçon était encore plus curieux maintenant en écoutant Aren. L'épée dans les mains de la fille brilla en rouge. Le protagoniste remarqua que le mana qu'elle dégageait était assez puissant. Aren confirma que c'était bien le cas et dit qu'il s'agissait de l'artefact divin de son clan. Cela fit se figer Yu Soyin en arrière-plan. Elle demanda si cela signifiait que c'était l'artefact divin du clan Choi, la lame de la lune bleue. L'épée brillait toujours en rouge d'un puissant mana, et Aren confirma que oui. Yu Soyin la regarda avec surprise et demanda d'où elle l'avait obtenue. Aren se tourna vers elle et expliqua qu'après avoir réussi l'épreuve de succession, elle était devenue l'héritière légitime de sa famille. Mais malgré tout, apporter une épée aussi précieuse était une affaire sérieuse. De plus, les reliques n'étaient généralement pas confiées à des lycéens. Aren répondit calmement que son père lui avait donné son accord, alors pourquoi pas? La fille regarda Joo-yeok et demanda si elle pouvait s'entraîner avec la lame à partir de maintenant. Bien sûr, si cela lui convenait. Le protagoniste se gratta la tête et répondit avec désinvolture que cela dépendait d'elle. Il fixa son regard sur l'arme, car avant tout cela, il avait besoin de regarder quelque chose. Joo-yeok tendit la main et demanda s'il pouvait toucher la lame de la lune bleue. Derrière lui, Soyin grommela à son oreille qu'il s'agissait d'un héritage familial avec leur constellation résidant à l'intérieur, quelque chose d'intime. Elle ne comprenait pas comment il pouvait penser qu'Aren lui remettrait une telle chose aussi facilement. Mais Kim Joo-yeok s'irrita et pensa seulement à un moyen de la faire taire. Mais l'instant d'après, Aren s'approcha de lui tendit l'épée et dit que bien sûr, il pouvait la prendre. Notre garçon la remercia avec décontraction. Pendant ce temps,
Yuso l'ingéniait, incrédule, en se demandant comment une relique pareille avait soudainement pu devenir un jouet entre les mains de lycéens. Juyeok rapprocha la lame de la lune bleue de lui, pensant que c'était étrange. Il regarda l'épée et pensa que son pouvoir magique lui semblait très familier. Puis les souvenirs lui revinrent soudainement en masse. Kim Juyeok se tenait dans une zone dégagée. Devant lui, il y avait un type et de nombreuses armes plantées dans le sol. Le jeune homme remarqua qu'il ne s'était pas vu depuis un moment. Il se retourna alors et appela Juyeok par son ancien nom. C'était la constellation de la famille Choi, le roi de la lame. Malgré toute la tension dans l'air, le protagoniste ne reconnut pas qui se tenait devant lui. Puis, l'instant d'après, il comprit. Il pointa le doigt et demanda si c'était ce même sale gosse insolent. Le roi de la lame le regarda avec un sourire rusé et demanda combien de temps Juyeok comptait encore l'appeler comme ça, en disant qu'il savait déjà qu'il avait grandi. Puis le jeune homme ferma les yeux et se demanda si, en y repensant, il avait seulement déjà dit son nom à Juyeok. Le protagoniste serra les dents et lui rappela que tout ce qu'il avait fait, s'était foncé sur lui avec son épée. La constellation sourit et dit que, quoi qu'il en soit, au moment où il était devenu une constellation, il avait oublié son nom. Donc il ne pouvait pas le lui dire, même s'il le voulait. Kim Juyeok sourit et dit qu'il continuerait quand même à l'appeler le sale gosse insolent. Le roi de la lame lui demanda d'être plus sérieux. Pendant ce temps, le protagoniste le regardait et pensait à la façon dont ce petit morveux était devenu une constellation. Le jeune homme se gratta le menton et murmura que Kim Juyeok était de toute façon plus âgé que lui. Peu importe comment on voyait les choses, il resterait toujours un morveux en comparaison de lui. C'est alors que le souvenir s'enfonça plus profondément. Un adolescent se tenait dehors et proposait de se battre. C'était le roi de la lame lui-même, il y a 300 ans. Le protagoniste se tenait devant ses disciples et demanda de quoi parlait ce gamin. Le garçon regarda Kim Juyeok et lui dit qu'il était le plus fort parmi les vieux adultes du coin, c'est pourquoi il voulait se battre. La fille encapuchonnée fit remarquer que le gamin avait traité son maître de vieux et demanda si elle devait le tuer sur le champ. Le protagoniste la regarda et lui demanda de se calmer. Juyeok gardait les mains dans ses poches et demanda au garçon pourquoi il voulait tellement se battre, s'il aimait tant que ça se battre. Le garçon regarda son épée et expliqua qu'il voulait devenir plus fort que n'importe qui, peu importe le genre ou l'âge. Le protagoniste écouta attentivement tandis que le gamin expliquait que des monstres avaient tué sa famille uniquement parce qu'aucun d'eux n'était capable de se défendre. Le garçon serra plus fort la poignée de son épée et dit que c'était pour cela qu'il voulait devenir plus fort, pour que personne d'autre n'ait à traverser ce qu'il avait vécu. Le gamin tendit son épée et lui cria de se battre, déclarant que sa maîtrise des armes deviendrait bientôt la plus puissante du monde. Le protagoniste étira son épaule et fit remarquer que le garçon était courageux, mais que le minimum aurait été de tenir correctement son épée. Sous le regard attentif d'Idiot, il demanda au petit morveux de l'appeler grand frère. S'il le disait, il se battrait contre lui. Alors le garçon cria immédiatement à son grand frère de se battre. Juyeok afficha un large sourire, prenant clairement du plaisir à tout cela. Puis il fonça et attaqua, déclarant qu'il ne retenait pas ses coups, même contre de petits enfants. De retour au présent, notre garçon avait les mains dans les poches et se souvenait qu'à cette époque, il n'avait jamais le temps de se reposer parce que le gamin le forçait à se battre chaque semaine, sans exception. Le roi de la lame leva un doigt et dit qu'il n'aurait pas fait ça si Kim Juyeok avait cédé ne serait-ce qu'une seule fois. Mais le protagoniste serra les dents et demanda ce qu'il était en train d'entendre de la part d'un épéiste ambitieux qui voulait émerveiller le monde avec son art du sabre. La constellation de la famille Choi regarda l'arme et dit qu'en effet, grâce à ses conseils et à ses défaites sans fin, il avait pu créer sa propre technique d'épée. Juyeok, cependant, demanda s'il parlait de la première lame inégalée, ou peu importe son nom, parce que c'était un nom stupide. Le roi de la lame répondit que c'était exactement cela. Le protagoniste le regarda alors dans les yeux et dit que si le garçon était simplement devenu son élève, il aurait pu le surveiller en permanence, puis demanda s'il y avait déjà pensé. La constellation jeta l'épée sur son épaule et dit que ce n'était pas qu'il n'y avait pas pensé,
mais que s'il était devenu l'élève de Kim Joo-yeok, alors appeler une technique la sienne aurait été un blasphème. Il leva les yeux et lui dit qu'il n'avait tout simplement pas eu le choix. Joo-yeok sourit et fit remarquer que le gamin était vraiment devenu un homme. Il ajouta qu'il comprenait maintenant pourquoi la technique d'épée d'Aren lui avait semblé un peu familière auparavant. Le roi de la lame dit que lorsqu'il était devenu une constellation, il avait commencé à enseigner sa technique d'épée à ses contractants. Et Kim Joo-yeok remarqua que c'était étonnamment différent de la première technique de lame qu'il connaissait. C'était exact. Comme le savait le protagoniste, à leur époque actuelle, entraîner le mana comptait davantage qu'entraîner le corps. Les gens de cette époque ne seraient pas capables d'utiliser sa technique avec leur corps trop faible dans sa forme originelle. C'est pourquoi il y apporta quelques modifications pour la rendre plus facile à apprendre, même si elle était désormais loin du niveau de la technique la plus puissante. Le roi de la lame examina le protagoniste et demanda comment il s'était réincarné dans le corps d'un lycéen. Cette question prit Joo-yeok au dépourvu. Alors il demanda si la constellation avait elle aussi reçu une notification. Le roi de la lame le regarda avec confusion et dit qu'il n'avait rien reçu de tel. Mais cela rendit le protagoniste encore plus confus. En imaginant Cookie dans son esprit, il pensa qu'elle avait dit avoir découvert sa réincarnation grâce à une notification. Il avait oublié de le demander à son autre disciple. Mais Brass savait lui aussi à l'avance qu'il s'était réincarné. Il regarda le jeune homme et se demanda si les notifications étaient vraiment envoyées uniquement à ceux qui étaient directement liés à lui. Si c'était le cas, alors tout s'expliquerait. Le roi de la lame posa l'épée sur son épaule et lui dit que cela pouvait aussi être considéré comme le destin. Puis il abaissa l'arme et demanda s'il devait se battre une fois de plus. Kim Joo-yeok dégaina immédiatement son arme sans hésiter et, en souriant, accepta. Il dit qu'il voulait voir à quel point le gamin était devenu plus fort. La lame de la constellation étincela d'un mana rouge, et il ajouta qu'il n'avait pas été aussi excité depuis longtemps. Le protagoniste se précipita à l'attaque. Le roi de la lame fit de même, brandissant son épée en serrant les dents d'excitation. Et puis, avec le temps qui passait, Kim Joo-yeok revint au monde réel. Il tenait la lame dans le présent et la regardait avec un sourire chaleureux. Puis il la rendit et remercia Aren de lui avoir montré son épée. Il pointa le doigt et dit que sa constellation était un bon gars, alors elle devrait lui rendre visite plus souvent et s'entraîner. Aren l'écouta et dit qu'elle le ferait. De retour dans le royaume de la constellation, le roi de la lame sourit et ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Il était allongé sur la terre labourée après la bataille et s'exclama que c'était impensable. Il n'avait plus de mots. Puis l'histoire changea encore une fois pour se déplacer en Chine. Le clan Snow-Seol. Les membres de la famille étaient assis autour d'une table ronde. Rion-Seol leva les yeux et se tourna vers les anciens pour demander pourquoi ils l'avaient convoqué. Les trois anciens la regardèrent en silence. Puis une femme commença à parler, disant que, comme la fille le savait déjà, le siège de chef était toujours vacant, et qu'il l'avait appelé précisément pour cette raison. Un vieil homme ajouta qu'il voulait qu'elle devienne la chef de leur famille. Mais la tradition dictait que la dirigeante de l'institution ne pouvait pas revendiquer cette position. La vieille femme leva la main et demanda si Rion-Seol avait un autre candidat en tête. Le grand-père la regarda et dit que, quel qu'il soit, il devait choisir quelqu'un de meilleur que Yonhwa, quelqu'un qui n'utiliserait pas le pouvoir d'une constellation à des fins personnelles. Rion-Seol baissa la tête et réfléchit. Un sourire apparut sur son visage lorsqu'elle dit qu'elle les comprenait. Puis elle annonça le candidat qu'elle aimerait recommander. À partir de là, l'histoire revint à l'académie. Yenlang était déjà en position avant le combat. Elle s'entraînait avec Aren dans le gymnase. Les filles se tenaient l'une en face de l'autre. Aren posa sa main sur la poignée de sa lame. Yenlang resta en position de combat. Le protagoniste croisa les bras sur sa poitrine et leur rappela que, comme il l'avait déjà dit, elle devait éviter d'utiliser le pouvoir magique si possible. Il ajouta qu'il vaudrait mieux qu'Aren laisse son épée dans son fourreau puisqu'il s'agissait d'un artefact divin. Elle répondit qu'elle avait compris.
Mais Yenlang se tourna vers le protagoniste et s'exclama que cela ne la dérangeait pas si Aren la sortait. Alors Kim Joo-yeok demanda ce qui se passerait si elle se coupait. Il voulait surtout éviter les accidents. Notre garçon regarda Yu So-yeon et demanda pourquoi elle était là. Apparemment, elle n'était pas autorisée à les regarder s'entraîner. Elle lui rappela qu'avant, cela ne le dérangeait pas quand il se battait avec Yenlang. De la sueur apparut sur le visage de la fille tandis qu'elle pensait à ce qui l'intriguait vraiment. Elle avait besoin de voir comment Choi Aren se débrouillerait contre Yenlang. Elle se souvenait s'être fait battre sévèrement par Yenlang. Alors elle voulait voir comment Aren s'en sortirait. Yu So-yeon l'observait, se demandant si l'entraînement de Kim Joo-yeok et la relique sacrée l'avaient vraiment rendue plus forte. Mais malgré tout, serait-elle capable de tenir face à une ennemie pareille? Aren appela Yenlang petite chatte d'un ton moqueur et lui conseilla d'écouter le protagoniste, parce que si elle sortait cette épée du fourreau, elle finirait sûrement blessée. Une ombre tomba sur le visage de Yenlang lorsqu'elle lui dit de la fermer. La fille se précipita en avant la seconde suivante et s'exclama qu'elle n'était pas un chat. Aren, en revanche, resta calme. Un point toucha la poignée de la lame. Les adversaires se tenaient l'une en face de l'autre lorsqu'un immense choc éclata entre elles. Kim Joo-yeok croisa les bras sur sa poitrine et observa tout avec attention, comme s'il s'agissait simplement d'une autre séance d'entraînement. Pendant ce temps, Yu So-yeon avait à peine la force de rester debout. Yenlang regarda droit devant elle avec dédain et renifla. Puis elle balança sa main et frappa avec encore plus de puissance. Voulant profiter de l'occasion, elle sauta et tenta de donner un coup de pied à Aren. Mais Aren esquiva sans quitter du regard les mouvements de son adversaire. Après avoir aperçu une ouverture, elle abattit sa lame. Yenlang réussit à bloquer au dernier moment, mais le coup resta extrêmement puissant. La petite chatte fut projetée en arrière. Puis Aren regarda devant elle avec détermination. Et fendit l'air alors que son adversaire parvenait à esquiver son attaque. Mais Yenlang regarda en arrière et remarqua la fissure que cela avait laissée dans le mur. Ses yeux bleus furent montrés en gros plan tandis qu'elle pensait avec inquiétude à quel point son adversaire était forte. Une énergie lumineuse enveloppait le corps d'Aren. Yenlang se précipita une fois encore vers elle en se demandant depuis quand Aren était devenue aussi forte. Au moment du choc, les deux filles se regardèrent dans les yeux. La fille serra les dents en lançant un autre coup de poing et finit par toucher. Mais Aren avait bloqué l'attaque avec son artefact divin. Elle glissa donc en arrière en tenant son fourreau devant elle. Yenlang serra le poing en pensant au fait qu'elle avait déjà vu Aren se battre plusieurs fois contre le protagoniste. De la sueur perla sur le visage de la fille lorsqu'elle réalisa qu'Aren était bien plus faible à cette époque. Maintenant, Aren se ruait rapidement sur elle, et Yenlang pensa que même ses mouvements avaient radicalement changé. Mais juste avant d'attaquer, Aren saisit la poignée de son épée à deux mains et fit quelque chose d'étrange. Au lieu d'une attaque normale, elle balaya sa lame depuis le bas, frappant directement son adversaire. Yenlang ne put que sentir le choc. Une marque rouge resta sur son ventre et elle toucha la blessure. Aren se tenait devant elle et dit que la petite chatte était rapide sur ses appuis. Mais Yenlang cria que bien sûr, elle n'allait pas laisser Aren la frapper avec ça. La fille aux yeux bleus regarda devant elle avec anxiété en pensant à la façon dont Aren parvenait à voir à travers toutes ses attaques, et au fait que sa force brute avait elle aussi ses limites. Yenlang comprit que si elle ne trouvait pas une stratégie, elle allait perdre. Alors Yenlang reprit une position de combat en prévoyant d'encaisser volontairement un coup juste pour créer une occasion de contre-attaquer. Aren se mit de profil et reprit elle aussi sa position de combat. Puis la fille s'élança. Yenlang bougea elle aussi. Dangereusement près de l'artefact divin. Cette fois, elle bloqua la lame en serrant les dents. Elles se regardèrent toutes les deux dans les yeux pendant une seconde. Mais Yenlang attendait justement cela en serrant le poing et en le déplaçant rapidement. Puis elle porta enfin un grand coup à Aren et l'envoya voler en arrière. Elle heurta violemment le sol. Elle avait finalement été vaincue. Yenlang regarda vers le bas avec attention, respirant lourdement. Choi Aren avait encaissé le coup de poing au menton. Blessée, elle tenta de se relever brusquement.
Mais avant qu'elle puisse continuer, Kim Joo-yeok dit que cela suffisait et que l'entraînement était terminé. Le protagoniste regarda la fille lapin et ajouta que si l'une des deux était blessée, elle devait d'abord recevoir des soins, puis il leur donnerait ses commentaires individuels. Puis Joo-yeok pensa que ce qu'il voyait n'était pas mauvais. Aren se tenait droite avec l'épée à la main, et il pensa qu'il semblait qu'elle n'avait pas négligé de rendre visite à sa constellation. En si peu de temps, ses compétences s'étaient nettement améliorées. Kim Joo-yeok se tourna ensuite vers Yen-lang. Elle était assise au sol, respirant lourdement, le ventre fortement tuméfié. Quand il lui demanda si elle allait bien, Yen-lang répondit que oui. Mais elle porta sa main à son visage en pensant à quel point le combat avait été serré. Elle avait fait le bon choix en se jetant sur l'épée d'Aren. Yen-lang réalisa que si elle avait été touchée par la pointe de la lame, là où la force était la plus grande, elle n'aurait pas pu la bloquer. Elle avait attrapé la bonne zone près de la garde, et c'est seulement ainsi qu'elle avait pu amortir le coup. Yen-lang regarda Aren et pensa que c'était très probablement grâce à la relique qu'elle était devenue plus forte. Elle en était certaine. La fille imagina alors un mystérieux gant blanc. L'idée d'une relique sacrée resta dans son esprit. Il faisait déjà nuit dehors lorsque Kim Joo-yeok annonça qu'ils avaient terminé pour aujourd'hui. Et les autres furent d'accord. Quelques jours plus tard, le protagoniste fixait l'espace devant lui. Devant lui était assise la fille aux cheveux rouges, qui dit qu'elle avait enfin trouvé où la catastrophe allait se produire. Kim Joo-yeok s'assit, regarda devant lui et demanda où. La guide leva le doigt et dit « Sejong » ou un truc comme ça. Le protagoniste demanda alors si elle connaissait aussi la date exacte. Elle répondit que cela arriverait dans 3 semaines. Joo-yeok regarda devant lui et dit que la dernière fois, elle avait dit qu'il restait environ 3 mois, et que cela lui avait semblé plausible. La fille aux cheveux rouges regarda notre garçon pendant qu'il demandait si l'idée principale était toujours de traverser le labyrinthe aussi vite que possible. Elle répondit que oui. Kim Joo-yeok se demanda ce qu'il devait faire des monstres qui s'échapperaient hors du labyrinthe. De la sueur apparut sur le visage de la guide lorsqu'elle demanda s'il n'avait pas encore réuni une équipe, ajoutant qu'il devrait avoir des gens capables de l'aider. Le protagoniste se remémora en silence les visages de ses compagnons. Mais l'agacement était visible sur son visage. Il croisa les bras, les posa sur la table, et répondit avec désespoir qu'il pensait qu'il y en aurait bien quelques-uns qui pourraient aider. Puis le protagoniste mentionna qu'il aurait aussi besoin de recruter quelques contractants à l'avance. La guide dit que ce serait utile. Mais elle regarda le type et ajouta que c'était lui qui devait tuer le maître du labyrinthe, cependant. Il devait s'en assurer. Et Joo-yeok comprit la tâche. Notre garçon ferma les yeux et lui demanda de revoir le plan une dernière fois, juste pour être sûr. Il sortit l'anneau en disant qu'il allait le mettre, nettoyer le labyrinthe et, au lieu de détruire la pierre du labyrinthe, il devrait vaincre le maître du labyrinthe. La guide répondit que tout ce qu'il avait dit était exact. Puis Joo-yeok demanda ce qu'il devait faire ensuite. La fille aux cheveux rouges sourit et une lueur apparut devant elle. Elle tendit au protagoniste un cristal violet et lui dit de l'utiliser. Mais Joo-yeok ne savait pas ce que c'était, alors il demanda. La guide joignit les mains et expliqua qu'il s'agissait d'un cristal de téléportation à usage unique. S'il le remplissait de son mana, il serait transporté ici. Kim Joo-yeok, un peu confus, demanda si elle ne pouvait pas simplement le téléporter là-bas elle-même. La fille ferma les yeux comme si elle expliquait quelque chose de difficile à un parfait novice et expliqua que c'était possible. Mais il y avait des limites. Elle ajouta qu'elle ne voulait pas être distraite de sa surveillance du maître du labyrinthe au moment où la calamité se produirait. La meilleure stratégie était donc que Joo-yeok utilise le cristal pour se téléporter de retour dès qu'il aurait nettoyé le labyrinthe. À ce moment-là, le protagoniste répondit que cela lui convenait. Une fois tout réglé, la guide se prépara à le renvoyer et lui conseilla d'être prêt, il se reverrait dans 3 semaines. Un vif éclair rose apparut au-dessus de sa paume lorsqu'elle claqua des doigts. De retour à l'intérieur de l'Académie Valhalla, le protagoniste marchait de nouveau dans la rue. Il pensa à contacter Adlia en premier et à recruter ses contractants.
Kim Joo-yeok sortit son téléphone et pensa que les autres qu'il avait entraînés n'étaient pas encore totalement prêts, mais qu'ils ne le ralentiraient pas non plus, alors il les emmènerait eux aussi. Comme la mission dans 3 semaines tomberait un week-end, il décida qu'il demanderait à l'avance l'autorisation de sortir de l'académie. Le numéro s'alluma sur l'écran, et il décida d'appeler Lilia, ou, comme elle était enregistrée dans son téléphone, la tête de crotte aux cheveux blancs. Le protagoniste porta le téléphone à son oreille lorsqu'elle répondit, et l'informa qu'il aurait besoin d'une autorisation pour quelque chose. Mais alors la professeure cria qu'elle était dans de gros ennuis. Alors notre garçon demanda ce qui s'était passé, et Lilia commença à répondre. La professeure se mit à pleurer et s'exclama qu'elle avait été renvoyée de Valhalla. Kim Joo-yeok ferma les yeux et dit qu'il comprenait. Puis il fit un pas en avant et, lorsque Lilia demanda si c'était toute sa réaction, il répondit qu'elle avait sûrement dû le mériter. Mais la femme était assise à table en insistant sur le fait que c'était impossible, et qu'elle était une bonne instructrice, même si elle avait l'air stupide quand elle le suppliait. Le protagoniste parut quelque peu surpris lorsque Lilia ajouta qu'elle avait une excellente évaluation en tant qu'instructrice, et qu'elle remettait toujours ses rapports à temps et sans discuter. C'est alors qu'il pensa que c'était un peu étrange, et qu'il ne serait pas rationnel de renvoyer une enseignante en plein milieu du semestre. Lilia essuya ses larmes en disant que même leur président avait changé, et que son renvoi avait été trop soudain. C'est alors que Joo-yeok comprit. Il ne savait pas qu'ils avaient un nouveau président. Il demanda donc si l'académie avait vraiment changé de président. Elle répondit que les étudiants ne le savaient pas encore, et qu'elle aussi s'était tue parce qu'elle ne voulait pas alimenter les journalistes. Kim Joo-yeok pensa que quelque chose de suspect s'était clairement produit à Valhalla. Peut-être que son renvoi était lié au changement de président. Ses pupilles se rétrécirent lorsqu'il pensa que, puisque Lilia avait été expulsée, il ne pourrait plus sortir librement de l'académie. C'était peut-être le meilleur moment pour abandonner ses études. De la sueur apparut sur le visage de la professeure lorsque le protagoniste dit qu'il devait de toute façon aller voir le président de toute urgence. Et puisqu'il serait là-bas, il pourrait simplement demander ce qui se passait. Lilia s'apprêtait à protester, mais Joo-yeok mit fin à l'appel. Puis autre chose attira son attention sur son téléphone. Yenlang lui avait envoyé des messages. Elle aussi avait été brusquement expulsée de Valhalla. Le protagoniste regarda l'appareil dans sa main et se demanda si c'était la même chose pour elle, et pourquoi Valhalla s'était soudainement mise à jeter les gens dehors. Il devait y avoir une raison, et étrangement, toute une chaîne d'incidents se produisait désormais autour de lui. Il décida que, quoi qu'il arrive, il devait rencontrer le président dès que possible. Plus tard, Chat Noir était assis les mains jointes. Devant lui se trouvait sa plaque nominative en tant que président de Valhalla. Kim Joo-yeok était déjà là, dans son bureau. Il regarda attentivement vers le bas et dit qu'il avait le soupçon que Chat Noir était celui qui était responsable de tout ce qui se passait. D'un ton épuisé, il demanda s'il était le président à partir de maintenant. Mais l'homme masqué répondit que Joo-yeok avait mal compris. Il expliqua qu'il n'était qu'un gestionnaire externe, et que le véritable président était sa constellation. De la sueur apparut sur le visage du protagoniste lorsqu'il demanda si c'était vraiment Cookie qui avait expulsé ses amis. Chat Noir répondit que oui. Puis, lorsqu'on lui demanda pourquoi, Chat Noir transmit à Joo-yeok le message de la fille au sourire en coin et expliqua qu'elle avait dit qu'ils avaient osé flirter avec son maître, et qu'il devrait être reconnaissant qu'elle ne les ait pas tués. Le protagoniste se tenait devant le bureau lorsque le président ajouta qu'elle avait également demandé l'autorisation d'expulser Aren, qui aurait été la suivante sur la liste. Mais Joo-yeok demanda à Cookie de se calmer et de faire revenir tout le monde. Le protagoniste ferma un œil et ajouta qu'il ne faisait que les entraîner ou les utiliser à des fins personnelles. Il avait l'impression qu'ils avaient été expulsés à cause de lui, et cela ne lui plaisait pas. Chat Noir avait une fenêtre du système devant lui, et elle montrait à quel point Cookie était triste tout en obéissant quand même à la parole de son maître. Joo-yeok demanda alors pourquoi Chat Noir avait acheté Valhalla au juste. L'homme masqué expliqua que cela avait été un ordre soudain de la constellation. Il avait aussi entendu que Kim Joo-yeok avait refusé de vivre dans le gratte-ciel fait d'argent.
Notre garçon répondit qu'il avait simplement déjà une chambre à Valhalla. Le préside leva un doigt en poursuivant. Chat Noir dit que sa constellation avait déclaré que si elle achetait Valhalla, son maître pourrait vivre avec elle. Le protagoniste sembla confus et demanda si c'était vraiment la seule raison d'acheter toute l'académie. Le nouveau président répondit qu'il avait également relié l'une des chambres de l'académie au bâtiment du marché, mais que tout le monde ne pouvait pas accéder à cette pièce. Si Zhu Yeok voulait aller au marché, il pourrait l'utiliser. Puis Chat Noir demanda s'il avait besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors il détourna le regard d'un air pensif pendant une seconde. La seconde suivante, il demanda si cela signifiait que l'académie était désormais à sa disposition. Chat Noir répondit qu'il n'allait pas porter atteinte aux droits des professeurs, mais que oui. Le protagoniste sourit en regardant devant lui et demanda si Chat Noir pouvait lui rendre un bon service. Le ciel était rouge 3 semaines plus tard à Sejong. Le visage du garçon blond était couvert de sueur tandis qu'il se demandait ce qu'il était même en train de regarder. Des monstres se tenaient devant lui. Et on aurait dit que l'apocalypse avait décidé d'arriver en avance. Un ogre balança sa massue. Des gobelins étaient assis sur le toit d'une voiture. Un golem poursuivait un homme. Ozzy demanda ce qui se passait exactement. Le garçon regarda devant lui, choqué, et pensa qu'il n'était venu là que parce qu'il avait quelque chose à y faire, mais d'où venaient toutes ces hordes de monstres. Puis il tourna rapidement le regard et regarda sur le côté. Un gobelin avait attrapé le sac à main d'une fille et elle cria. Le monstre sourit et balança sa machette. Ozzy s'avança et bloqua sa dague avec son bras. Il serra le poing tout en rassemblant rapidement son mana jaune en un point. Il projeta son bras vers l'avant et frappa le gobelin. Derrière lui, la fille le remercia, et Ozzy l'avertit que d'autres gobelins arriveraient bientôt, alors elle devait s'enfuir. Il baissa les yeux avec anxiété. D'une certaine manière, tout semblait différent. Le monstre gisait au sol, et il réalisa que ces gobelins n'avaient rien à voir avec les virtuels contre lesquels il s'était battu auparavant. Faire face à un véritable ennemi au lieu d'une simulation lui donna la chair de poule. La sueur coulait sur son visage alors qu'il savait s'être débarrassé de l'un d'eux. Mais qu'était-il censé faire des autres? Une foule de monstres se tenait devant lui. Ozzy serra les poings et jura intérieurement. Il devait au moins s'occuper de quelques-uns d'entre eux. Mais malgré cela, il était impossible de tous les vaincre. C'est alors que 2 filles apparurent à côté de lui. Yenlang lança son bras vers l'avant et frappa l'un des monstres avec assurance. Aren abattit sa lame et en trancha plusieurs d'un seul coup. Comme ça, les corps de gobelins et d'orques gisaient déjà à leurs pieds. Yu Soyin arriva en retard et fit remarquer que les monstres les plus faibles avaient déjà été battus. Ozzy se retourna et fut surpris de voir qu'elle aussi était là. Puis il se tourna vers les autres. Il se tenait devant le gars lorsqu'il demanda pourquoi ils étaient là. Yenlang pointa son doigt devant elle et répondit qu'Ozzy devrait lui poser cette question à lui. Quand il se retourna, Kim Joo-yeok apparut derrière lui. Souriant avec assurance, une main dans sa poche comme toujours. À ce moment-là, l'histoire remonta 2 semaines en arrière, revenant à Valhalla. Les filles se tenaient devant le protagoniste et Chat Noir. Yenlang demanda pourquoi il les avait appelées, et si elles ne devraient pas plutôt se concentrer sur l'entraînement. Le protagoniste se gratta la tête et répondit que c'était une affaire personnelle, puis demanda si elle voyait le type masqué debout là. L'homme masqué se tenait droit sans rien dire. Zhu Yeok ajouta alors que cet homme était leur nouveau président. Cela prit Yu Soyin au dépourvu. Les filles se tenaient devant Chat Noir lorsque Yu Soyin demanda ce qui était arrivé à l'ancien président à moustache. Chat Noir expliqua avec désinvolture que l'ancien avait pris sa retraite, et qu'il avait pris sa place. Le visage de la fille se couvrit de sueur lorsqu'elle demanda pourquoi elle ne l'avait pas su avant que Kim Joo-yeok ne le leur dise. L'homme masqué répondit qu'il espérait qu'elle comprenait qu'on les avait gardés dans l'ignorance pour une raison. Chat Noir ajouta qu'elle l'aurait découvert tôt ou tard par l'annonce officielle de toute façon, et que grâce au protagoniste,
cela s'était simplement produit un peu plus tôt. Yu So-yeon le regarda avec anxiété lorsqu'il se présenta comme Chat Noir. Ce nom lui semblait étrangement familier. Joo Ye-ok se tenait à côté du président et expliqua que la raison pour laquelle elles avaient toutes été réunies là était qu'il voulait créer une nouvelle classe, et que le président avait donné son accord. Kim Joo Ye-ok expliqua qu'il s'agirait d'une classe spéciale. Elle bénéficierait d'une autonomie pour participer à des activités en dehors de l'académie, avec tout ce que cela impliquait. Puis il demanda si elle voulait faire partie de cette classe. Yen-lang se désigna du doigt et demanda si elle ne faisait pas déjà ça. Le protagoniste le confirma, mais il voulait quand même la voir dans la nouvelle classe. La fille aux cheveux blancs sourit et dit que cela lui allait lorsque le protagoniste précisa qu'elle continuerait à s'entraîner, mais qu'elle pourrait aussi sortir de l'académie et chasser des monstres. Cela la rendrait plus forte. Aren s'exclama que si c'était ce que voulait le protagoniste, alors cela lui allait aussi. Yu So-yeon, en revanche, avait du mal à comprendre la situation. D'abord, elle demanda si Chat Noir était le même homme qui dirigeait le marché. Il répondit que oui, puis demanda si elle connaissait le marché. La sueur coula sur le visage de So-yeon lorsqu'elle dit qu'elle ne savait pas que le marché existait vraiment. Elle pensait que ce n'était qu'une stupide rumeur sur Internet. Mais ensuite, elle demanda comment Chat Noir, le propriétaire du marché noir, pouvait maintenant agir au grand jour tout en dirigeant aussi l'Académie Valhalla. Chat Noir regarda devant lui et le confirma. So-yeon se demandait aussi comment Joo Ye-ok avait réussi à convaincre le nouveau président de créer une classe spéciale. Peut-être connaissait-il déjà Chat Noir. Le protagoniste répondit que peut-être, juste un peu. Le protagoniste regardait directement Yu So-yeon, qui pensait au fait qu'il était non seulement fort, mais qu'il connaissait aussi personnellement le propriétaire du marché. C'était tout simplement impensable pour un lycéen ordinaire. Mais Joo Ye-ok voulait seulement savoir si elle allait rejoindre cette classe spéciale elle aussi ou non. La fille sourit avec gêne et répondit oui, se demandant comment elle aurait pu refuser un tel privilège. Chat Noir se tourna alors vers Kim Joo Ye-ok et l'informa qu'elle serait dispensée des cours obligatoires et des examens écrits, même s'il restait encore une condition. Malheureusement pour notre garçon, c'était la première fois qu'il en entendait parler. Le nouveau président expliqua donc qu'elle devrait participer à des événements ou à des examens pratiques. De plus, ces événements impliqueraient une exposition publique. Le protagoniste répondit qu'il n'avait jamais discuté de quelque chose comme ça auparavant. Mais Chat Noir expliqua qu'au début, il avait entièrement soutenu la proposition de Kim Joo Ye-ok. Cependant, l'école avait une réputation à défendre. Au final, les élèves de cette classe recevraient des privilèges importants. Puis il dit qu'il fallait ajouter certaines conditions qui sembleraient raisonnables à ceux qui se trouvaient en dehors de la classe, afin qu'ils ne voient pas cela comme le privilège spécial de quelqu'un. Les filles se tenaient en ligne pendant que le président ajoutait que les élèves rejoignant cette classe étaient déjà fortes par elles-mêmes, et que tous les professeurs le savaient. Il n'y avait donc aucun problème de ce côté-là. Mais du point de vue de l'académie, créer ouvertement une classe d'élite menait directement à davantage de bureaucratie. Alors Chat Noir dit qu'il serait extrêmement reconnaissant si elle représentait les intérêts de Valhalla en dehors de l'académie en menant des activités destinées à rehausser le statut de l'école. Kim Joo Ye-ok le regarda et comprit qu'il disait en gros que chasser des monstres ne suffisait pas. Et Chat Noir expliqua que même si ce serait formidable, il avait aussi besoin qu'elles montrent leur force devant les autres élèves. Le président masqué ajouta ensuite qu'il ne s'agissait pas d'une demande de Chat Noir. C'était une demande du président de Valhalla. Le protagoniste prit un air sérieux en réfléchissant à la raison pour laquelle Chat Noir faisait autant d'histoires et ressentait un tel sens des responsabilités à cause de sa position de président. Joo Ye-ok passa sa main derrière sa tête, ferma un œil et répondit que, dans tous les cas, cela valait encore la peine de demander si l'une d'elles avait changé d'avis. Les trois filles se tenaient immobiles à proximité. Yen-lang répondit que, puisque rien ne changerait vraiment pour elle, cela lui convenait. Elle était sûre que les autres pensaient la même chose, et elles acquiescèrent toutes les deux. Kim Joo Ye-ok parut satisfait et dit que c'était bien.
Puis il commença à expliquer quelle serait la première mission de cette classe spéciale en dehors de l'académie. L'histoire revint à Sejong. Ozhyuk s'était tourné vers Ju-yeok. Notre garçon remarqua que leur camarade de classe se tenait là avec eux. Il essaya de se rappeler le nom d'Ozhyuk et demanda pourquoi il était là. Mais Yuk voulait exactement savoir la même chose. Pourquoi Kim Ju-yeok était-il là? Le blond expliqua qu'il n'était là que pour le week-end parce que la maison de ses parents se trouvait là-bas, puis tout cela était arrivé. Alors maintenant, c'était à leur tour de répondre. Le protagoniste tint le fourreau de sa lame et lui dit brièvement que la réponse était évidente. Il ordonna ensuite à Aren et Yenlang de se préparer. Aren le regarda avec assurance et accepta. Yenlang se retourna et s'exclama qu'elle était déjà prête. Le groupe se tourna vers la horde de monstres, qui regardaient apparemment tout ce qui se passait, tout comme nous, au lieu d'attaquer au milieu de leur conversation. Les monstres aux yeux rouges ouvrirent la bouche en se préparant eux aussi à se battre. Et juste comme ça, le combat que nous attendions a commencé, avec Kim Ju-yeok retirant sa lame de son fourreau, souriant avec assurance et frappant le golem qui essayait de l'attaquer. La seconde suivante, il répondit à la question précédente d'Ozhyuk, ils étaient venus là précisément pour faire cela. Et d'un seul coup, il trancha à travers plusieurs monstres, qu'il s'agisse d'un ORC, d'un golem ou d'un gobelin. Rien ne comptait pour lui en dehors du fait de tous les éliminer. Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'avenir de Valhalla a commencé à changer, et d'anciens liens du passé sont revenus sur le devant de la scène. Et le cercle de Kim Ju-yeok a franchi une nouvelle étape avec la création de cette nouvelle classe spéciale. Mais avec le désastre qui se rapproche et de plus grandes batailles qui les attendent, le prochain épisode pourrait bien être celui où tout commencera vraiment. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié l'histoire. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez la suite. Merci à tous pour votre soutien, et à bientôt dans le prochain épisode de Plotoria.